Ladies and gentlemen, bienvenue, ici votre commandant de bord qui vous accueille pour ce comptoir. Let's go, nous avons le go de la tour de contrôle. Ok. C'est parti. Alors, bienvenue encore à nouveau, messieurs, dames. Donc aujourd'hui, lors de ce vol, lors de ce comptoir, nous allons vous parler de l'agilité dans cet univers des ops et nous verrons comment faire décoller cette qualité de service. Peut-être avant de démarrer, Gilles, peut-être un petit tour de présentation de votre commandant ou vos commandants de bord. Alors, pour ma part, Claude Camus, coach agile d'organisation, executive coach, et exceptionnellement pour ce comptoir, je vais être votre steward agile. Moi, je suis Gilles Mazy, je suis d'origine belge, je suis coach d'organisation et pour ce comptoir, je serai votre steward ops. Donc, je tâcherai de me faire la voix de cette population qui amène finalement une certaine spécificité de l'agile. Alors, pourquoi vous abordez un petit peu cette spécificité de l'agile? On voulait vous partager un petit peu ce qu'on a entendu au travers de notre tour de contrôle. On a entendu, somme toute, une somme de verbatim qui gravite autour de 2 points. Le premier, c'est, alors oui, vous voulez amener de l'agilité chez nous, mais attention, chez nous, c'est différent. C'est différent parce qu'on fait du build et du run, mais la part du run est beaucoup plus importante chez nous. Et ça, en fait, ça pénalise notre build. Nous, en fait, en plus, quand on fait du run, c'est pour réparer des incidents en prod, en fait. C'est sans filet. On n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas faire du test and learn quand on est en prod. Et un autre pan qu'on a entendu, c'est ok, vous nous amenez avec votre agilité, mais ça, en fait, votre truc là, c'est un truc en plus du reste. Nous, on a toujours des tas de choses à faire, on a toujours des priorités qui changent, et en plus, c'est toujours notre chef qui vient effectivement nous amener ça. Donc, vous, votre truc là, c'est juste un truc en plus, et on est déjà sous l'eau. Si on prend un pas de recul sur finalement la somme de ces verbatims, ce qui nous fait dire que en quoi l'univers Ops est distinct de l'univers Dev, c'est finalement ce qu'on va demander aux devs, c'est de travailler cette question, somme toute, de l'innovation, de la création, d'avoir un peu beaucoup de perspectives et une volonté effectivement d'amener du changement. Alors que chez les Ops, c'est tout l'inverse. Une fois effectivement qu'ils opèrent sur ces artefacts faits par les équipes de dev et qui gèrent aussi tout ce parc d'infrastructures, ces règles de sécurité, etc., ce qu'on leur demande, c'est d'avoir une qualité de service irréprochable. On demande de la stabilité, on demande de la résilience. Et pour pouvoir opérer ça, les structures d'organisation des ops sont souvent organisées par expertise. Elles ne sont pas organisées par équipe pluridisciplinaire comme ce qu'on a pu avoir de côté dev. Somme toute, on a besoin finalement d'opérer et de savoir en fait qui contacte quand. Et donc, quand il s'agit de réaliser des projets au sein de ces JT Ops, c'est très compliqué puisqu'on a en fait moult dépendances et on voit bien, effectivement, on touche du doigt que finalement une logique un petit peu produit, en fait, ça va crisper. Et donc, si on devait En effet, je te aborder rejoins, Gilles. Chez les devs, c'est plutôt une culture produit. Chez les ops, on est plutôt sur une culture du service. Et donc, notre proposition dans ce vol, ce matin, c'est vraiment déjà de regarder ensemble quel est l'état de cette piste de ces équipes ops. Ça, c'est un premier point. Pour décoller, il faut avoir une piste de qualité. Ensuite, quelle pourrait être cette destination de rêve qu'on pourrait proposer à l'ensemble de ces équipes Ops, mais on verra que c'est pas que les équipes. Et puis il y a comment décoller. Ça pourrait ressembler à quoi? Et enfin, on finira par finalement un vol sans accroc. Ça pourrait être quoi, Gilles? Eh bien, démarrons. Démarrons. Et faisons un petit peu un tour d'horizon sur cette piste de décollage, finalement, pour continuer l'illustration de notre propos. Finalement, la piste de décollage, c'est tous ces endroits où on a plein de projets comme ça qui décollent. Et ils décollent, et ils décollent, ils décollent. Est-ce qu'ils atterrissent un jour? Beaucoup moins. Et en fait, à force de finalement faire décoller tous ces projets, de lancer effectivement des choses,
en fait, les équipes n'ont pas le temps d'entretenir, somme toute, la piste de décollage, d'assurer effectivement que les systèmes qu'ils ont en charge soient impeccables, aux bonnes normes de sécurité, aux dernières technologies. Et pourtant, avec ça, on demande, enfin les managers et les hautes instances demandent effectivement à ce qu'ils doivent préparer l'avenir pour dire, OK, il y a des nouvelles technologies, somme toute, qui sont intégrées, de plus en plus d'éléments à intégrer et des règles de sécurité, et, etc., etc. Et en même temps, une autre contrainte qui est effectivement de dire, OK, mais ce qui est très important chez vous, c'est d'opérer la prod. Quand il y a un incident en prod, je veux que tout le monde soit mobilisé, que tout le monde soit sur le pont et qu'on règle ça. Et au mieux, pour éviter d'être réactif, d'essayer d'être un peu proactif et de travailler un petit peu cette question de résilience pour avoir des systèmes qui soient stables dans le temps. Donc on arrive un peu avec cette double injonction. Et donc Claude, toi qui es finalement notre steward agile aujourd'hui, quelle serait un petit peu ta proposition pour aller vers un mieux? Eh bien déjà, regardons qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Quelle serait notre destination de rêve, Gilles? Notre destination de rêve, c'est finalement le rêve un peu de tout le monde, hein, le soleil, les cocotiers, cette mer, cette maîtrise en fait, hein, finalement. Retrouver une sérénité dans ce que tu décrivais, Gilles. Hein, on a plein de choses, on démarre plein de choses, on a du mal à terminer. Donc déjà, retrouvons cette sérénité. Et alors, comment on y arrive? Déjà, ça passe par une remise en place d'une efficacité. Est-on en mesure de rendre visibles toutes les activités des équipes, de cette équipe? Comment on est en capacité de retrouver un niveau de qualité aussi? Et comment organiser la priorisation? Donc ça, ce sont les 4 leviers qu'on va essayer d'obtenir à travers cette promesse de l'agilité. Alors pour y arriver, eh bien, ça passera par rendre visible, mesurer, identifier qu'est-ce qu'on est capable de faire, comment on priorise les bons sujets, comment on remet sur le devant de la scène un niveau d'exigence en explicitant les entrants et les sortants. Et comment on arrive à sortir des injonctions. Alors tout ça, ça ne se fait pas qu'au niveau des équipes. Ça, c'est important de se le dire. Donc il y a une promesse vis-à-vis des équipes, mais il y a aussi, si on ne veut pas s'écraser au sol, la nécessité de travailler, je dirais, sur 4 autres leviers. La gestion de la demande. Alors, la gestion de la demande, c'est quoi? C'est tout simplement de se dire, si on veut lancer les bons projets au niveau des équipes, eh bien, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'organisation du flux des projets à lancer, à démarrer. Et ça, c'est important. Ensuite, on a un deuxième levier, qui est le pilotage. Alors, ce n'est pas un pilotage de n'importe quelle façon, Gilles. C'est un pilotage par les faits. On sait que dans cet univers, on démarre plein de projets, mais est-ce qu'on se pose la question de quels sont les bons projets, quels sont ceux qui donneront le plus d'effet pour les clients internes, pour les clients externes? Ça, c'est important, et donc le pilotage doit être orienté par rapport à ça. Ensuite, on peut essayer, dans la mesure du possible, de redessiner les équipes en fonction d'une autonomie technique, ou bien, si ce n'est pas possible, de les coordonner, puisqu'on a besoin de coordonner les dépendances. Et, in fine, éventuellement, en utilisant un framework. Ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas, parce que ce qu'on veut aussi, c'est que finalement tout le monde puisse s'y mettre. Il faut aussi adapter cette culture managériale, c'est-à-dire passer d'une culture où on demande toujours plus, faites tout, à une culture où on va commencer à avoir des managers qui vont être orientés vers « Ok, est-ce que ce que vous faites, c'est la bonne chose à faire? Est-ce que ça s'est bien passé par un flux organisé des projets? Est-ce que c'est un projet qui amène quelque chose d'utile pour les clients internes ou externes ?» Voilà. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Et puis, c'est une façon de les embarquer, de les rendre concernés et éventuellement, pourquoi pas, faire en sorte qu'ils puissent expérimenter. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi agir à ce niveau-là. Tu vois, tout ça, ça me plaît bien, moi, le fait que ça ne soit pas qu'au niveau des équipes et qu'on fasse bouger les managers, mais bon, concrètement, il y a plein de trucs là. Tu commencerais par quoi? Alors, en effet, c'est une excellente question, Gilles. Par quoi on commence? Eh bien, déjà, regardons quel pourrait être le modèle de l'équipe agile. Il y a plein de littérature, il y a plein
Il y a plein de coachs agiles qui pourraient parler de plein de choses. Donc faisons simple, regardons déjà le modèle de l'équipe agile. Ensuite, on parle de priorisation. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette équipe agile? Est-ce que c'est un product owner? Est-ce que c'est un service owner? Est-ce que c'est un rôle dédié? Est-ce que ça va être le manager qui va occuper ce rôle? Voilà, regardons déjà et légitimons ce rôle avec un travail quand même important avec la DRH dès le début. Ça, c'est important pour que ce soit visible de toute l'organisation. Et puis à la qualité, on parlait de la qualité, il faut l'incarner. L'incarner dans cette équipe, la légitimer aussi, lui donner finalement ses lettres de noblesse, et ça passe par le rôle du tech lead. Alors c'est pas un rôle de tech lead au sens équipe de dev, Gilles, c'est un rôle de tech lead au sens équipe ops. Donc ça c'est au niveau de l'équipe. Ensuite, au-dessus de l'équipe, si on veut pas s'écraser au sol, eh bien il faut essayer de tester au plus tôt quelle pourrait être une version de gestion de portefeuille projet, un portfolio management. Ça, c'est important de tester, de pouvoir tester finalement par l'erreur pour justement l'adapter avant un déploiement au niveau de l'organisation. Et puis, comme on disait, c'est vraiment très tôt rendre impliqués, exemplaires, embarqués, les managers, voire les top managers. Ça peut très bien être même au niveau du COMEX. C'est important aussi. Donc, on agit sur les deux leviers. Et ça, c'est vraiment au plus tôt si on veut éviter les perturbations. Ok. En fait, on a déjà eu une expérience, nous, de coachs agiles qui sont venus et qui nous ont dit un petit peu tout ça, et voilà, mais ça n'a pas marché, quoi. Ce serait quoi un peu ce qu'ils n'ont pas compris, en fait, notre contexte. Donc, ce serait quoi, somme toute, l'agilité vraiment pleinement adaptée à notre contexte? Tout ça, voilà, des transfos agiles, j'imagine qu'on fait toujours ça. Bah oui, tu as raison, et voyons un peu ce décollage. Parce que, pour rappel, il y a bien deux choses en fait. On nous demande somme toute de faire d'être efficace sur notre run, dans un premier temps, et puis après effectivement sur notre build. Et donc ça nous amène encore une fois à vouloir démarrer des choses, des projets, de se concentrer, et puis paf, de s'arrêter parce qu'on a un incident. Donc il y a un moment où, comme on n'avance pas dans les projets, mais qui se rajoute toujours, en fait, on a toujours trop de choses à faire, on est noyé. Et d'autre part, on nous demande effectivement de réaliser des choses et finalement de les faire avec qualité et de pouvoir planifier des budgets annuels. Tout ça, mais somme toute, on n'y arrive pas, nous, en fait, sur la question de la planification. On est toujours dépendant de ce qui nous arrive, en fait, dans le run. Ce serait quoi, finalement, les premières étapes de ce décollage? Alors, la première étape, Gilles, c'est déjà, si on n'y arrive pas à plus d'1 mois, à plus de 3 mois ou à plus de 8 mois, regardons déjà sur une première itération, un premier cycle de temps, 15 jours, 3 semaines, comment on peut maîtriser, retrouver une maîtrise de sa capacité à faire sur l'ensemble des activités que l'on a, run et build. Ça, c'est important, et de pouvoir se laisser un peu de temps pour justement, sur la base d'un monitoring de cette capacité à faire, trouver une forme de maîtrise. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est si on veut être amené sur la bonne piste pour pouvoir bien décoller et créer ces conditions d'autonomie, eh bien, c'est de retrouver une approche ou d'adopter une approche service-centrique, c'est-à-dire être recentré sur ses clients, de quoi ils ont besoin, mes clients, en tant que Ops, mes clients, de quoi ils ont besoin, et sachant que, humblement, on est des humains, Gilles. Donc, ça veut dire qu'on va tâtonner au début et donc adopter quand même une trajectoire d'amélioration continue. Et ça aussi, c'est une des promesses de l'agilité. L'amélioration continue pour justement s'autoriser à s'améliorer. Voilà déjà le premier pas, première étape, seconde étape. Ok, mais comment est-ce qu'on sait que c'est efficace? Alors, c'est une bonne question. Avant de savoir comment c'est efficace, regardons déjà cette première étape et cette deuxième étape. Quelle est la proposition? La proposition est en 3 temps. Donc, préparer l'équipe, première étape, ça c'est important. 15 jours suffisent pour cela. À la fois les rôles, l'accompagnement manager et former l'équipe. Une deuxième étape qui est ce qu'on appelle une forme de bootstrap, c'est-à-dire une forme condensée d'accompagnement d'équipe sous forme d'atelier, à la fois pour comprendre, cadrer l'équipe, donc ça a monté en maturité de l'agilité, c'est une façon de mettre les gaz. Ritualiser, ça c'est la partie la plus difficile, les démonstrations avec les clients.
hein. Souvent, ce qu'on entend, c'est que les équipes Ops n'ont rien à montrer. C'est pas tout à fait vrai, il y a toujours plein de choses à montrer et c'est intéressant d'enclencher ce rythme vis-à-vis des clients. Alors pas forcément tous, hein, si vous avez plus d'une cinquantaine de clients, mais en tout cas ceux qui sont concernés par les activités, et surtout de ritualiser les rétrospectives pour très tôt enclencher le processus d'amélioration continue. Les indicateurs, ça c'est important. Comment on est en capacité à travers les indicateurs et la roadmap, donner une visibilité à l'ensemble de l'activité. Et enfin, on fait un accompagnement beaucoup plus chirurgical, hein, qui peut concerner 1 mois et demi, qui laisse le temps d'organiser, je dirais, une trajectoire d'amélioration continue et surtout, en ponctuant d'objectifs, la possibilité de créer un rythme vertueux. Voilà. Et donc en 3 mois, ça peut être une proposition de valeur pour monter en puissance les réacteurs. Et donc pour répondre à la question que tu nous as posée, Gilles, hein, comment on sait que ça marche? Eh bien, on évalue. Redonnons la parole aux équipiers. Hein, demandons-leur du feedback. Comment ça se passe? Est-ce que c'est mieux à l'issue de ces 3 mois ou est-ce que c'est moins bien? Donnons la parole aux clients. Est-ce que la qualité de service, est-ce que leurs besoins sont mieux satisfaits à l'issue des 3 mois par rapport au début ou pas? Et donc, ça permet de jauger ces deux aspects. Jauger pour adapter, encore une fois, et pas pour incriminer. Et ensuite, cette mise en œuvre de l'agilité, on peut l'évaluer. Évaluons la maturité agile. Hein, donc, on peut simplement 3 niveaux d'évaluation pour évaluer comment ça s'organise, faire un point d'arrêt et, à l'issue de ces 3 mois, réenclencher si besoin une deuxième étape, un deuxième incrément de 3 mois. Et alors, comment on sait que ça marche, Gilles? Eh bien, tout simplement, lors d'un précédent vol, hein, on a pu, comment dire, remettre en place ce dispositif de 3 mois. Avant de le mettre en œuvre, ce qu'on a fait, c'est déjà, on a préparé un plan de vol. On a testé l'agilité dans cet univers Ops, on a sélectionné des équipes pilotes et on a testé qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas. On a exploré aussi avec les managers un ensemble de briques d'agilité à l'échelle. Qu'est-ce qui était possible au niveau du processus de la gestion à demande, jusqu'où on pouvait aller. Et puis on a impliqué le COMEX aussi, parce que ces décideurs sont importants, et on a même fait en sorte qu'ils puissent lancer leur expérimentation agile, parce que l'agilité est une affaire de tous et tout le monde peut y trouver des bénéfices. Sur la piste de décollage, bon, ça assez classiquement, hein, ce qu'on a fait, c'est on a fait le design du modèle d'équipe, quelque chose d'assez simple, hein, pas forcément très compliqué, les formations, le dispositif d'accompagnement. Et puis on a décollé, un plan de vol, des premiers incréments, une première évaluation à l'issue des 3 mois, et on a ajusté le plan de vol, hein, pour un périmètre de 150 équipes. Mais ce qui était intéressant, Gilles, lorsqu'on a fait témoigner, je dirais, les équipiers et les managers, ce qu'ils nous ont dit, tout d'abord, on n'a plus envie de revenir en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Et quand on a fait ce bootstrap dont je vous parlais juste avant, ce qu'ils nous ont dit aussi, lorsqu'on a fait l'atelier du story mapping, là, ils ont été surpris de découvrir toutes les activités qu'ils géraient. Et donc, s'il y avait une leçon à retenir, Gilles, ce serait quoi lors de ce précédent vol? C'est vraiment l'importance de l'implémentation du terminer d'abord. Je pense que le terminer d'abord est un élément structurant à la fois pour l'équipe, mais pour l'ensemble des managers. Mais pour que ça arrive à fonctionner, en tout cas à adopter une trajectoire qui permette que ça fonctionne, eh bien, il faut quand même initier une forme de pivot de la culture managériale et il faut aussi initier une gestion à la demande, hein, ce processus de gestion des portefeuilles projets centré sur les faits, c'est-à-dire centré sur faire des projets qui ont de l'impact, qui ont de l'effet ou qui sont utiles. Hein, donc ça, c'est vraiment la leçon à retenir. Et c'est pas si facile puisqu'on a tellement envie de démarrer tellement plein de choses et on a du mal à se recentrer, à terminer d'abord ce qu'on a démarré avant de demander autre chose. Puis parfois, je glisse juste cette anecdote, qu'il y a des effets qui sont inavouables, comme
On le fait Bien parce sûr. qu'à un moment, on s'est fait taper sur les doigts et voilà, ça reste plus prioritaire que le reste. Exactement, Gilles. Donc de tout ce que tu nous as parlé, Claude, je me souviens, c'est que c'est finalement cette agilité à TOPS. Elle nécessite une adaptation compte tenu de ce contexte qui effectivement doit, comment dire, qui est excessivement sous pression. Et effectivement, il possède aussi c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup d'interruptions. Donc c'est pour ça que la transformation elle-même doit être simple parce qu'on a un système qui ne veut pas se transformer très vite. Et aussi, elle doit être très pragmatique, très concrète parce qu'on a des gens en face de terrain. Même les managers, souvent, sont des anciens gens de terrain. On a besoin aussi que donc cette gestion de portefeuille, on va somme toute amener une certaine discipline et une certaine rigueur, et on sent que c'est là que ça va accrocher, et que notamment on va pouvoir travailler concrètement aussi le pivot des managers, en disant ce qui est important, c'est d'abord de terminer des choses et de qualifier, pour pouvoir prioriser des choses, de davantage parler de l'effet que de ce qui est à faire. Et tout ça nous a amené, somme toute, au cours de cette expérience commune que tu viens de partager, de croire que somme toute une organisation produit en fait au sein des unités Ops, c'est illusoire, parce qu'on a, dans un premier temps, on n'a pas d'équipe dédiée. D'accord ? Et on n'a pas non plus besoin de travailler peut-être beaucoup de discovery ou beaucoup de growth. Là-dessus, on est plus effectivement sur une logique de delivery. Néanmoins, on peut quand même introduire cette notion donc d'impact ou d'effet, somme toute attendu pour, encore une fois, redonner du sens du travail aussi et de permettre la priorisation. Et puisqu'on a parlé beaucoup de la qualité de service, somme toute, et qu'on ne peut pas faire du produit, pourquoi ne pas renommer somme toute le rôle de product owner en service owner, et qui amènerait aussi à une qualification un peu plus technique, somme toute, de ce rôle-là, qui est un bagage, je pense, qui est nécessaire pour pouvoir notamment être reconnu comme légitime auprès de l'équipe. Tout à fait. Je te rejoins, Gilles. Et dans tout ce qu'on a décrit, finalement, c'est de se dire, finalement, soyons pragmatiques, soyons simples, évitons la complexité et attention, point d'attention, alerte météo, hein, si jamais ça peut arriver sur votre plan de vol, à la tentation de céder trop rapidement au framework d'agilité à l'échelle, qui paraissent comme ça sur étagère assez, je dirais, tentants dans l'idée de l'utiliser, mais sont-ils adaptés? Sont-ils, en tout cas, en adéquation avec ce qui est possible ou réalisable dans votre organisation? Il faut quand même en vérifier les prérequis. Quels sont les prérequis qui en feront une utilisation efficace? D'accord? Ou alors, préparez-vous à être aspiré dans le tourbillon de la complexité. Ça, c'est un point d'attention. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Exactement, nous venons de décoller. Nous allons faire maintenant la révision de l'avion. Bonne journée à tous.